Eh bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. J'espère donc que vous allez très bien. On a donc évidemment pas mal de choses très importantes à se voir après les événements assez majeurs qu'on a pu avoir après la course en Inde du MotoGP. Bref, bah voilà, pensez évidemment à lâcher un petit like si vous voulez soutenir la chaîne. Allez, c'est parti. Et justement, l'un de ces événements majeurs, c'était la chute du leader du championnat du monde, Francesco Bagnaia. Et je pense qu'il est très intéressant de voir un peu ses déclarations et qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à cette chute. Il a donc déclaré: cela peut arriver, même si cela n'était pas censé arriver. Je ne peux pas me permettre certaines erreurs. Le fait que je ne devais pas me retrouver dans certaines situations comme ici ou à Misano. Je ne pouvais pas arrêter la moto et je ne comprenais pas pourquoi. Nous avons eu une réunion et il n'a pas été possible de résoudre le problème pour cette course. Mais pour le Japon, nous aurons des idées plus claires. Mon problème à Misano était le freinage. La moto bougeait beaucoup. Cela aurait pu être une alarme indiquant que quelque chose ne fonctionnait pas. Mais j'étais trop concentré sur mes problèmes physiques. Ce week-end en Inde, ma jambe ne m'a posé aucun problème en roulant. Mais au freinage, la roue avant se bloquait toujours et cela n'est arrivé qu'à moi. J'ai souffert de vibrations à l'arrière, la moto bougeait beaucoup et cela se voyait clairement depuis mon tour de qualification. Nous avons essayé de trouver une solution, j'ai réussi à être compétitif et à me battre avec Jorge Martin, mais je ne me sentais pas parfait et quand on est à la limite, il est possible qu'une chute se produise. On comprend donc d'après les propos de Francesco Bagnaia, c'est qu'il a donc réalisé une erreur, mais une erreur qui a été réalisée parce que apparemment il y a quelque chose qui ne va pas sur la moto et il l'explique très bien avec cette dernière petite phrase. Il a dit: mon sentiment est que mon équipe va résoudre le problème. Je ne suis pas inquiet, j'ai toute confiance en eux et je sais que nous saurons trouver une solution. Quelque chose de différent de d'habitude c'est produit à Misano, nous n'abandonnerons certainement pas. Beaucoup de personnes ont tendance à penser que vu que la Ducati est la meilleure moto du plateau, je pense personnellement que la Ducati est la meilleure moto du plateau, c'est une moto qui est totalement parfaite et qu'on ne peut pas faire d'erreur sur cette machine. Mais on voit que évidemment, même si c'est une moto qui est extrêmement performante, la plus performante selon moi, c'est quand même une moto qui peut aussi avoir des soucis et d'après Pecco, apparemment justement, il y en a un depuis Misano. Alors on a vu aussi du coup le pilote italien s'excuser de cette erreur, mais c'est vrai que cette erreur elle fait quand même très mal parce que le championnat maintenant est totalement relancé. Alors bon, le deuxième au championnat c'est un pilote Ducati, le troisième au championnat c'est un pilote Ducati, donc dans tous les cas, je pense que Ducati le sait, le titre de champion du monde va sûrement leur revenir, évidemment, mais dans l'histoire du MotoGP, nous n'avons jamais vu un team satellite être champion du monde. Je suppose que Ducati préférait quand même que ce soit le team usine qui gagne, et au vu de la dynamique actuelle, les choses peuvent évoluer, mais au vu de cette dynamique qu'on a aujourd'hui, je vois beaucoup plus Jorge Martin être capable d'aller chercher le titre de champion du monde que Francesco Bagnaia. Mais je pense aussi qu'on est beaucoup à sous-côté Pecco. Je pense personnellement que c'est un très très grand pilote. Et je pense aussi qu'il peut clairement nous surprendre dans les week-ends qui vont venir. Tout ce que je souhaite, moi en tout cas en tant que spectateur, c'est que lors des prochaines courses, on voit une véritable bataille entre Martin et Bagnaia pour la tête, pour les podiums, je n'en sais rien. Mais voilà, ça serait quand même bien qu'on ait une véritable lutte pour le titre de champion du monde entre ces deux hommes. J'espère qu'on aura pas un pilote qui va s'écrouler et un autre qui va continuer de gagner par exemple, voilà. Je souhaite vraiment voir de la belle baston, on croise les doigts. Allez, maintenant je voulais très rapidement vous donner les propos d'Aleix Espargaro qui s'est excusé par rapport à son très gros coup de sang qu'il a pu avoir juste avant la Q2 samedi. Je pense que c'était quand même important de vous montrer ses propos parce que beaucoup de personnes l'ont vu à la télé. Aleix Espargaro a vraiment pété un câble. Il s'est vraiment énormément énervé contre son équipe et je pense qu'il est aussi important de montrer ses excuses. Voilà, Aleix Espargaro a fait une erreur et clairement il s'excuse pour ça. Il a donc déclaré: j'ai très mal réagi après l'erreur de l'équipe avant les qualifications. Je suis vraiment désolé de ma réaction envers l'équipe. Je leur ai présenté mes excuses. Peu importe ce qu'il s'est passé, c'était de ma faute en qualification. Je n'étais pas rapide. Mais il faut éviter ce genre d'erreur parce qu'on peut casser le moteur vu qu'il n'y a pas de refroidissement quand on est à l'arrêt et que les pneus perdent en température. Évidemment, je ne suis pas parti concentré mais je n'ai pas bien réagi. Le problème n'était pas important. Mon erreur avec eux était plus importante. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, c'est vrai parce que je ne l'ai pas fait, pour ceux qui auraient raté du coup l'image et ce qu'il s'est passé, c'était donc pendant les qualifications, pendant la Q2, on a donc décidé de retarder de quelques minutes la Q2, mais apparemment il y a eu un problème dans les équipes d'Aleix Espargaro, on n'a pas été mis au courant et on a quand même envoyé Aleix Espargaro, donc Aleix se retrouve à la fin de la ligne droite du coup devant les stands et il se retrouve bien sûr bloqué parce qu'on ne peut pas rentrer en piste vu que la séance a été retardée. Donc Aleix se retrouve là un petit peu bête, complètement bloqué, il faut ramener la moto dans les box et tout, et c'est là qu'Aleix a... ouais, voilà, c'est bien énervé, on va dire ça comme ça.
Voilà, comme je vous ai dit, c'était pas très long, mais je pense que c'est quand même aussi justement important de montrer les excuses d'Aleix Espargaro pour ceux qui auraient raté ça. Il a fait une erreur et clairement tout son week-end à Aleix Espargaro était très compliqué, à part la journée du vendredi qui était quand même assez positive. Malheureusement samedi c'était une journée assez noire, dimanche il y a eu encore un problème avec la moto. Bref, bon, pour Aleix Espargaro c'est dans les grandes lignes un week-end à oublier, mais en tout cas par rapport à cette histoire on va aussi essayer de passer à autre chose, mais c'était donc important de voir ces excuses du pilote espagnol. Allez, maintenant on va parler un petit peu de Jorge Martin. Dans ma vidéo débrief de hier, je vous disais, normalement, du point de vue du règlement, Jorge Martin aurait dû être pénalisé par rapport au fait que sa combinaison était ouverte. Je vous rappelle très rapidement une nouvelle fois que d'après l'article 2.4.5.2 du règlement du MotoGP, l'équipement du pilote doit être correctement attaché tout le long de l'activité du pilote sur la piste, ce qui n'était donc pas le cas de Martin hier pendant la course en Inde. Alors du coup, c'est vrai qu'on se posait quelques questions. Pourquoi Martin n'est pas pénalisé? Est-ce que Martin allait être donc pénalisé après la course? Non, définitivement, il n'y aura pas de sanction pour Jorge Martin et il y a tout simplement une explication. En fait, il faut tout simplement séparer par exemple ce qui s'était passé avec Fabio Quartararo à Barcelone et ce qui se passe aujourd'hui pour Jorge Martin en Inde. Parce que Fabio, lui, sa combinaison s'était totalement ouverte, mais il n'avait pas pu la refermer. Et c'est ça le point qui diffère du coup entre Martin et Fabio, et c'est aussi sur ce point que justement on explique le pourquoi Jorge Martin n'a pas été sanctionné. Regardez les propos de Mike Webb. Dans le cas d'un problème ou d'une fixation défaite sur l'équipement d'un pilote, ou quelque chose qui ne constitue pas immédiatement un problème, mais qui doit être résolu, c'est une situation différente. Nous avons donc un nouveau signal. Il indique équipement sur le tableau de bord des pilotes, et la signification a été expliquée aux pilotes et aux équipes. Il y a un problème avec votre équipement et vous devez le réparer immédiatement. Si cela signifie venir au stand pour le réparer, c'est bon. Ou si vous pouvez le réparer vous-même en piste, ce n'est pas grave non plus. Ce dont nous avons besoin, c'est que vous le répariez immédiatement, afin qu'il y ait un nouveau message sur l'équipement du pilote. On a donc l'explication de pourquoi Martin n'a pas été pénalisé, tout simplement parce qu'on a dû afficher donc ce message sur le tableau de bord de Martin. Martin a pu régler le problème en fermant donc son cuir, et c'est pour ça donc qu'il n'a pas été pénalisé. Ce règlement, il est donc intéressant de comprendre comment il fonctionne. On peut donc pénaliser Martin par rapport à ce qui s'est passé, mais on annule la possible sanction si le pilote est capable de régler le souci, et donc là dans le cas Jorge Martin de tout simplement pouvoir fermer son cuir. Et je rappelle encore une fois que ce n'avait pas été le cas pour Fabio Quartararo en 2021, et c'est pour ça qu'il avait pris 3 secondes de pénalité. Voilà, je pense que c'était quand même super important d'en parler parce que moi personnellement j'étais pas au courant et je savais pas trop du coup le pourquoi du comment. On n'avait pas spécialement de sanctions qui étaient émises pour Jorge Martin, en tout cas qu'il n'y avait même pas spécialement de discussion par rapport à tout ça. Maintenant on a l'explication claire, nette, et je trouve que c'est très très bien. Il y a aussi certaines personnes qui m'ont demandé pourquoi Jorge Martin, en partant dans la partie verte dans le tout dernier virage, il n'avait pas été pénalisé. Il y a aussi tout simplement une explication à ça. C'est qu'on pénalise un pilote quand il passe dans la partie verte. Je vous rappelle que la sanction c'est de rendre une position quand il va gagner du temps, quand on va passer dans la partie verte et qu'on va garder globalement sa position sans perdre de temps. Là, Jorge Martin a perdu beaucoup de temps et il a même perdu une position quand il s'est écarté et que justement techniquement il est parti dans cette partie verte. Donc quand tu perds du temps et que tu perds une position, évidemment on ne sanctionne pas le pilote encore plus. Il faut quand même mettre une différence sur le fait de passer dans la partie verte, de gagner du temps et de garder sa position, ou de possiblement gagner une position, et passer dans la partie verte à cause d'une erreur et de perdre beaucoup de temps et une position. Il y a quand même une différence qui explique évidemment de pourquoi aussi on n'a pas sanctionné Martin sur cette situation. Mais bref, partons maintenant un petit peu plus quand même sur du concret avec les propos de Fabio Quartararo. On a pu avoir une très belle course du pilote français avec un magnifique podium, et vous allez voir que finalement le pilote est un petit peu en mi-figue mi-raisin. Il y a du positif clairement, mais il y a aussi des petites choses où il n'est pas satisfait. Déjà il revient sur cette petite bataille qu'il a pu avoir avec Martin dans le tout dernier tour où il s'est fait totalement manger par le pilote espagnol, et on s'est même posé la question à un moment, mais Fabio c'est pas possible, il a laissé passer Martin, tellement Martin lui a fait l'extérieur d'une manière assez simple entre guillemets. Justement il explique, le pilote français: j'ai eu du mal pendant les premiers tours mais le résultat final est là. Malheureusement je n'ai pas pu me battre pour la deuxième place car clairement on manque de grip dans les virages, mais je me suis battu jusqu'à la fin. Martin n'était pas très bien physiquement, il était un petit peu touché, mais pour finir il a fait vraiment bien les 2-3 derniers secteurs. Le grip qu'ils avaient était énorme, je n'ai rien pu faire. Mais bon, c'est comme ça, il va falloir accepter la moto qu'on a et travailler le plus possible. Il continue en tout cas en disant: il y a eu quelques améliorations pour pouvoir aller accrocher ce podium avec quelques petits changements ce matin. Et voilà, ça a été un petit peu mieux, mais côté rythme, j'ai réussi à maintenir les 45 le plus longtemps possible, pratiquement jusqu'à la fin. Alors on pourrait se dire, bon, il y a quand même des choses positives à tirer de la Yamaha, et on peut peut-être se dire qu'on a vu une belle progression sur cette moto.
Fabio tire pas vraiment la lumière sur la machine. Il déclare « ça me rassure moi ». Personnellement, en tant que pilote. Mais ensuite, en tant qu'équipe et moto, ça ne me rassure pas vraiment. Parce que je vois clairement où on perd et où sont nos points faibles. Mais en tout cas, aujourd'hui, je peux dire que je n'ai rien à me reprocher. J'ai donné mon maximum et c'était le meilleur résultat possible. En vrai, sur le papier, finalement, cette situation, ça me rappelle aussi celle de Joan Mir qui a aussi fait une très très belle course. Et je sais pas si vous avez vu cette image quand il rentre devant les box, il fait ça devant la moto comme allez, jetez-moi cette moto, virez-la moi devant mes yeux. Et je trouve ça assez fou quand même parce que Joan Mir est allé chercher un top 5, il est allé chercher quand même un très très bon résultat. Et ensuite dans ses propos, il a expliqué que tout simplement il avait eu encore des problèmes avec la moto, justement des problèmes avec l'arrière de la machine. Donc bref, il y a toujours évidemment beaucoup de bonheur parce que c'est de très bons résultats. Pour Mir, cette 5ème place c'était un super résultat. Pour Fabio Quartararo, cette 3ème position c'est un super résultat. Mais n'oublions pas que les machines japonaises, la Honda et la Yamaha, ont toujours des soucis qui sont là et il y a toujours évidemment pour les pilotes beaucoup de frustration par rapport à tout ça. Après moi, comme on en avait donc déjà parlé dans le débrief, j'ai quand même envie de tirer du positif, ça fait du bien, vraiment ça fait du bien de revoir par exemple donc Fabio Quartararo performant, mais ça fait aussi du bien de voir Joan Mir à la 5ème position, de voir Franco Morbidelli à la 7ème place, de voir un Marquez qui s'est battu pour le podium et qui a eu un podium en course sprint, même si malheureusement ça n'a pas été aussi positif pour la course du dimanche, ça fait du bien et j'ai envie de garder ça en tête. Ça démontre aussi que par exemple pour Fabio Quartararo, non il n'est pas surcoté, oui c'est un pilote qui a énormément de talent, énormément de potentiel, j'en ai personnellement jamais douté, mais quand on est dans une situation qui devient difficile, on voit déjà arriver les phrases « Non mais Fabio en fait il est surcoté, non mais en fait Fabio il a gagné grâce à ci ou grâce à ça ». Non, Fabio est un exceptionnel pilote, il a énormément de potentiel. Maintenant c'est vrai qu'on parle beaucoup du pilote, mais du point de vue de la moto, ça démontre aussi quelque chose que je vous dis assez souvent. Non, la Yamaha et la Honda ne sont pas des motos qui sont à 8 secondes non plus des Ducati. On est dans une situation complexe, mais ce n'est pas non plus la crise, on est finalement qu'à quelques dixièmes. Donc sur un circuit où on va redistribuer un petit peu les cartes, sur un circuit qui est nouveau pour l'ensemble donc de la grille, ça permet de se rapprocher un petit peu du niveau des meilleurs pilotes, du niveau des meilleures motos, et ça a permis donc aux constructeurs japonais et aux pilotes sur les machines japonaises de faire de très bons résultats. Donc ouais, dans l'ensemble, il y a beaucoup de positifs, c'est génial, ça a permis à Fabio, à Morbidelli, à Marquez et à Mir de briller, de montrer quand même leur potentiel, en dehors d'uniquement juste la moto, ça a permis aux constructeurs japonais de jouer un petit peu plus haut, mais quand même, dans l'ensemble, malheureusement, les problèmes aujourd'hui des constructeurs japonais, ils sont toujours là. Les problèmes de ces motos sont toujours là, on n'a pas changé grand chose pour ce week-end en Inde et malheureusement quand on va repartir, je pense, sur une piste connue comme par exemple le week-end qui arrive à Motegi, j'imagine que la situation va malheureusement repartir un petit peu comme d'habitude avec des Honda et des Yamaha qui seront sûrement beaucoup plus en retrait que ce que l'on a pu voir ici en Inde. Donc voilà, pour moi on est donc arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que dans l'ensemble elle vous a plu et si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous donne donc normalement rendez-vous vendredi pour la vidéo débrief de la première journée du MotoGP sur le circuit de Motegi. Voilà, je vous dis tout simplement bye bye les potes, ciao.